On va avoir maintenant Loïc Lecoeuf, un collègue de l'IFV, qui va nous parler de résistance de cépages. Je cherche son truc. Voilà. Donc, spécialiste de biologie moléculaire et génétique, mais c'est un garçon qui reste simple. Merci. Donc bonjour, moi effectivement je vais vous parler de création variétale. Alors attends, tu ne l'as pas projeté, c'est normal? Hop là. Alors je vais vous parler de création variétale et plus orienté sur effectivement la résistance aux maladies cryptogamiques. Et finalement l'étape d'après, comment est-ce qu'on le raisonne pour un type de vin. Donc là c'est pour le rosé. Donc la création variétale, juste pour rappeler, l'innovation variétale et le fait d'avoir de nouveaux cépages, c'est pas quelque chose qui vient d'arriver, mais ça a toujours existé. Donc ça, c'est pour vous rappeler que finalement, la vigne, c'est une liane qui produisait peu de baies, qui avait des sexes séparés, et l'homme, de par ce qu'on appelle la domestication, en a fait finalement les cépages qu'on connaît et une production qui permet de faire du vin. Et donc ça, c'est le phénomène de domestication. Ensuite, en s'appuyant sur des connaissances scientifiques, donc là vous avez M. Bacot, qui a appris ce que c'était finalement la morphologie d'une grappe de vigne, d'une fleur de vigne, a retiré la partie mâle d'une fleur de vigne, a apporté du pollen et a fait des croisements dirigés. Donc ça, c'est vraiment basé sur des connaissances scientifiques. Alors, la création variétale, elle s'appuie sur des besoins, et les besoins, c'est réduire les produits phyto, donc au niveau conventionnel. Pour le bio, il y aura le même problème. Si un jour, il y a besoin de réduire les doses de cuivre, et les deux cibles qu'on a quand on veut réduire les produits phyto chez la vigne, les deux cibles qui ont été montrées en premier, c'est 80% des produits phyto, c'est le mildiou et l'oïdium. Pour ça, on est, donc Nathalie l'a déjà dit, l'espèce Vitis vinifera, l'espèce européenne, elle n'a pas grandi avec le mildiou et l'oïdium. C'est des choses qui sont venues d'Amérique. Et pour aller chercher des résistances naturelles, eh ben, il faut aller les chercher dans des espèces qui ont grandi avec le mildiou et l'oïdium et qui donc ont des gènes de résistance. Et c'est pour ça qu'on fait des hybrides, entre ces variétés. Alors il y a une donnée supplémentaire, on ne comprend pas pourquoi. Il se trouve que dans une espèce asiatique, à Muransis, on a des gènes de résistance au mildiou, alors qu'il n'y a pas de mildiou là-bas. Ça nous permet d'avoir des pistes de recherche intéressantes, mais bon voilà. On peut aussi croiser, et donc on fait des hybrides. Ça nous permet d'avoir des résistances au stress biotique, la résistance maladie, et puis au stress abiotique, parce que Amurantis est résistant au froid. Ensuite, il y a une autre donnée, pourquoi on ferait de la création variétale, c'est qu'on a le changement climatique qui arrive. Donc ça, c'est une étude un peu catastrophique qui est sortie dans PNAS, qui montre que dans toutes les zones rouges, eh ben, si on continue avec une viticulture classique comme on l'a fait actuellement, en utilisant les modèles de changement climatique et les conditions dans lesquelles on cultive nos vignes, il n'y aura plus de viticulture en 2050. Alors, les collègues de Bordeaux ont un peu relativisé la donnée, mais c'est une étude qui est sortie dans la revue de l'Académie scientifique américaine, plutôt solide, et qui était intéressante et qui permet de montrer un peu du doigt qu'il va peut-être falloir changer. Et pour ça, le matériel végétal, c'est un des leviers, c'est pas le seul, mais c'est un des leviers qui peut être intéressant. Donc en utilisant la diversité déjà existante, donc Nathalie en a parlé avec les cépages grecs qui ont été inscrits dernièrement à par l'IFV, et puis en créant de nouveaux cépages, donc en créant de la diversité. Donc une des connaissances, donc tout le monde en a un peu parlé, connaissances scientifiques sur laquelle on peut s'appuyer, c'est que pour un caractère donné, donc on va parler de la résistance, ça c'est 100% du caractère, et bien pour la résistance aux maladies, il y a 90% qui est expliqué par la génétique. Pour la couleur, par exemple, comme l'a montré Nathalie, il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'environnement. Donc ça, on sait maintenant qu'il y a certains caractères qui viendront directement du génome de la plante, et puis il y a d'autres caractères qui finalement sont liés à toutes les pratiques œnologiques. Donc ça, c'est une des données qu'on a. Une autre donnée qu'on a quand on veut travailler sur la création variétale, c'est que maintenant, on a le génome de la vigne. Alors pour le vulgariser, on peut représenter le génome comme étant pour chaque gène une petite pièce d'un puzzle. Et puis quand on a réussi à faire tout le puzzle, on a réussi à avoir l'image de tous les gènes qui permettent finalement de coder pour une vigne. Et quand on va regarder deux cépages, on va avoir quasiment les mêmes pièces, à quelques différences près, qui vont expliquer finalement les différences morphologiques qu'on observe. Et ça, maintenant, on peut l'avoir assez facilement. Donc ça, c'est le coût du séquençage du génome humain, parce que ça n'a pas été fait sur la vigne, le calcul, mais bon. En 2003, Bill Clinton, il a annoncé le séquençage du génome humain. Ça avait coûté 3 milliards de dollars.
Maintenant, un génome humain, ça coûte 100 $. Donc avoir accès à l'information moléculaire de l'ADN, ça ne coûte plus rien, c'est accessible pour tout le monde. Donc, il y a énormément d'études qui sont mises en place où je reprends mon petit schéma, ça c'est des cépages différents, regardez avec l'œil du généticien, donc là moi je regarde l'ADN, mes petites pièces c'est mes gènes, et ce qu'on fait c'est qu'on va regarder s'il y a des petites pièces différentes qui sont liées à des caractères. Donc ici, le rouge et le bleu, c'est pas lié à la résistance. En revanche, si je regarde ce gène-là, eh ben, la forme vert foncé, elle est liée à la résistance. Donc tous les individus qui ont cette pièce-là sont résistants. Et on a une base de données européenne qui met où on a toutes ces données-là en disant bah, la pièce orange, elle est liée à ça. Donc si on veut faire de la création, pour la résistance par exemple, bah, je vais choisir papa et maman en fonction des gènes qu'ils peuvent donner. Je vais faire mes croisements, je vais faire germer mes pépins, et au stade plantule, je vais pouvoir regarder l'ADN, vu que ça coûte pas cher, et prédire ce que ça va donner. Alors là, on voit pas bien, mais vous avez, donc là, on avait travaillé sur la résistance, et là, vous avez un cépage noir résistant, et à côté un vinifera, un cépage blanc résistant et un vinifera. Sur une parcelle sans traitement, on voit très nettement le niveau de résistance. Et ça, on a pu le prédire sur la base de l'ADN dès le stade plantule, sans avoir mis la plante à l'extérieur. Alors, rapidement, je fais un aparté sur la résistance. Je vous ai dit que la résistance était complètement liée à la vigne. Alors, je mets un petit bémol, c'est que c'est aussi une interaction avec le champignon. Il y a le champignon qui est aussi un acteur essentiel. Donc, quand une plante est résistante, c'est qu'elle a un gène de résistance qui est capable de reconnaître une partie du champignon. Et là, elle va mettre en place le système de défense. Il se trouve qu'on mute, c'est le principe même de l'évolution. Et si le champignon il mute et que cette petite pièce, elle change, même si j'ai un gène de résistance, je ne peux pas reconnaître le champignon, donc il va pouvoir se développer. C'est un peu ce qui est montré là. Donc là, j'ai un gène de résistance. Cette pièce-là, je la reconnais. Il se trouve que le champignon, il a muté, je ne la reconnais plus. À ce moment-là, même si j'ai le gène de résistance, j'ai perdu la capacité de reconnaître. Donc je ne suis plus résistant. C'est pour ça que c'est une interaction, c'est toujours un dialogue. Donc pour répondre à ça, une des méthodes, c'est le pyramidage. Donc si j'ai qu'un seul gène de résistance, j'ai mon champignon. S'il y en a un qui mute, il est là, il est tout seul, il va pouvoir bouffer, il va se développer. Et là, j'ai perdu mon gène de résistance, j'ai créé une souche qui se retrouve dans l'environnement qui est beaucoup plus agressive pour tous les cépages, et j'ai ce qu'on appelle un contournement, donc j'ai complètement perdu ma résistance. Donc le pyramidage, l'idée c'est de mettre deux gènes de résistance, reconnaître deux parties différentes du champignon, pour avoir nettoyé l'ensemble et avoir une résistance durable. Résistance durable, ça ne veut pas dire que ça va marcher tout le temps. Le champignon, il doit se développer. Donc un jour, il va le contourner. C'est obligatoire. Mais ça permet de résister plus longtemps que si j'en ai qu'un. Et ce n'est pas juste sur un tableau noir. On a des cas de contournement de résistance de mildiou, de gènes qui sont résistants au mildiou, et des cas de contournement de gènes de résistance à l'oïdium, qui sont avérés et qui ont été montrés au champ. Et ça, c'est même à Bordeaux, on voit déjà l'érosion de certains hybrides au bout de 50 plantations, l'érosion de résistance. Alors, donc je reviens sur la création variétale, le pas de temps de la création variétale, parce que c'est quand même important, et malheureusement, ce n'est pas calé avec le pas de temps de l'économie, avec le pas de temps de la demande viticole. Donc la création variétale, c'est 15 à 16 ans. Il y a un premier stade où sur la base des plantules, je vais sélectionner les individus qui ont mes gènes de résistance, et puis il y a un deuxième stade, qui est finalement où je vais pouvoir estimer tous les caractères qui sont très en lien avec l'environnement, l'aspect terroir. Et donc ça va pareil, ça va prendre 6 ans, et je vais finalement éliminer tout ce qui ne correspond pas au produit que je veux faire. Et un troisième stade, qui là est purement administratif, qui permet de construire le dossier, qui va être amené à la section vigne du CTPS, pour qu'il y ait une signature du ministre, pour l'inscrire au catalogue, et que tout le monde puisse en bénéficier. Donc ça, c'est le patent de la création variétale. Je reviendrai dessus après. Donc, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est dans les tuyaux actuellement? Donc ça, c'est ce que M. Alain Bouquet a fait. Donc, pour ceux qui s'intéressent un peu à la littérature, il y a un gros débat sur le fait que les variétés Alain Bouquet, qui sont monogéniques. Donc, je vous explique pourquoi il y a un débat. Ça, c'est tout le travail qu'il a fait. Il y a eu le travail de l'INRA, Resdur, Nathalie en a parlé, où là, il y a eu un travail de pyramidage et des croisements. Donc, tout est basé sur les travaux d'Alain Bouquet, mais il y a des croisements qui ont été faits. Et dans le cadre de l'UMT Génovigne, on en a fait d'autres, avec d'autres géniteurs, de façon à éclater la diversité. Ce qui nous a permis d'obtenir un certain nombre d'individus avec des constructions de gènes de résistance différents. C'est-à-dire, si j'ai deux gènes et que ça pète, il faut que je puisse vous proposer une autre construction qui tiendra. Donc c'est pour ça qu'on a joué avec plusieurs gènes de résistance et fait plusieurs combinaisons. Ça a abouti donc au programme Resdur 1, 2, 3, l'inscription au catalogue en 2017 de 4 variétés, 2 rouges, 2 blanches, dont certaines ont été testées en vinification rosée.
En cours, donc toujours sur ce qui se passe actuellement, la plupart des interpros ont signé des croisements d'absorption. Donc l'idée, c'est de travailler sur un cépage emblématique, de le croiser avec une variété résistante, parce qu'actuellement, il n'y a pas de repère. Tout le monde me demande, est-ce que ça ressemble à un merlot, est-ce que ça ressemble... Non, c'est nouveau. C'est comme un enfant qui arrive, on ne demande pas s'il ressemble à son frère. Il est nouveau, il va se développer et acquérir des compétences. Et bien là, l'idée, c'est d'arriver à faire des croisements et garder un air de famille. Donc si je croise avec une Syrah, j'espère que des caractères de Syrah vont être chez le descendant. Ce ne sera pas une Syrah, mais ça va être... L'idée, c'est de garder un air de famille. Et donc, dans ce cadre-là, et dans le cadre du rosé, il y a le projet Edgar où on a fait des croisements avec le Vermentino et le Cinsault en lien avec l'Interpro de Provence et du Languedoc-Roussillon. Un petit point, parce que quand même, ça impacte votre pratique. Je vous ai montré, c'est très long, la création variétale. Et dernièrement, il y a eu tout un débat sur les cépages qui venaient d'ailleurs. Est-ce qu'on doit les planter, les inscrire, comment on réagit? Et finalement, il y a une solution qui a été trouvée, qui est le classement temporaire, qui permet d'expérimenter des cépages qui n'ont pas de DHS. DHS, c'est distinction, homogénéité, stabilité, qui ne sont pas décrits, finalement. Donc on peut les expérimenter, donc ça serait des variétés en cours de création. Elles pourraient être expérimentées à hauteur de 3 hectares au niveau national pour les expérimenter en bio, pour les expérimenter avec une autre taille, pour faire une vinification en rosé, pour avoir plus de données pour que le viticulteur puisse choisir. Ou alors, il y a, pour ceux qui ont des DHS, en général c'est des variétés étrangères, la possibilité, si ce n'est pas inscrit au catalogue, de les expérimenter à hauteur d'une 20aine d'hectares par bassin viticole. De la même façon, pour avoir des références. Et il y a la possibilité surtout de commercialiser les vins issus de ça. On sort de l'expérimentation. On est vraiment dans une démarche où le viticulteur s'accapare la création variétale et l'innovation. Alors, il y a des demandes qui ont été faites. 24 cépages étrangers. Les 4 variétés restent dures en classement temporaire ou définitif. Et un ensemble de variétés Alain Boutier en classement temporaire. On est en attente de la décision du ministre pour savoir s'il va les classer en temporaire ou en définitif. Juste, j'aimerais quand même qu'on revienne un peu sur les basiques. Il y a eu un gros débat sur la résistance. On va revenir sur ce qu'il y a dans le verre. Parmi les variétés qui ont été proposées au classement et qui ont été demandées avec des débats, voilà, ça a été créé dans les années 70-90. Et en Allemagne, actuellement, c'est les surfaces qui sont plantées. Si c'était des choses qui avaient vraiment été révolutionnaires, je ne pense pas qu'on aura un maximum d'une centaine d'hectares. Donc il faut quand même remettre le débat où il est. C'est pour des viticulteurs qui veulent faire du vin. Donc il y a aussi la qualité. Et il ne faut pas faire n'importe quoi. Et je pense que le classement temporaire est une bonne réponse pour apporter des garanties aux viticulteurs et que ce ne soit pas, au final, une catastrophe. Voilà. Donc, il y a aussi un observatoire qui est mis en place, l'observatoire Edgar. L'idée, c'est de travailler sur la durabilité des résistances. C'est de mettre en commun tout ce classement temporaire avec une plateforme collaborative d'échange qui permettront, du type réseaux sociaux, aux viticulteurs d'interagir et d'échanger sur cette thématique, pour justement qu'on replace vraiment le cépage, la qualité, le vin au cœur du débat et de l'innovation variétale. Alors maintenant, je vais vous parler d'Edgar. Le principe d'Edgar, c'est d'avoir des discussions pour finalement définir ce que c'est qu'un vin rosé et quels sont les leviers au niveau du matériel végétal en dehors de la résistance. On sait qu'on peut faire des trucs résistants. Ça, on le met de côté. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est un cépage qui soit adapté au rosé. Mais pour ça, il faut finalement que l'ensemble des acteurs... Moi, je suis incapable. Je suis généticien parisien d'origine bretonne. Je ne sais pas si vous voyez les références viticoles que j'ai dans ma famille, c'est pas violent. Donc ça, moi, je ne peux pas. Donc il faut qu'il y ait des œnologues, il faut qu'il y ait des viticulteurs, il faut qu'il y ait des agros qui finalement me disent de quoi ils ont besoin. Je ne peux pas le faire tout seul, je peux apporter de la résistance, mais le reste, on doit finalement le mûrir d'un point de vue collaboratif. Donc ça, c'est la première action. Là-dessus, les premiers critères qui sont sortis en discutant avec des experts, c'est finalement la couleur. Donc on va dire sous le mot de l'extractibilité des anthocyanes. Finalement, ça revient à dire la couleur des rosés. C'est la possibilité d'avoir des rosés qui ne tournent pas à l'orange, donc l'oxydabilité des mous. Et puis après, tout un débat. Alors si j'ai mis ça, c'est parce que sur les arômes de vin, finalement, on a vu que l'azote avait un rôle. Donc là, il n'y a pas forcément que le cépage. Dans la définition des idéotypes et dans ce dont on a besoin d'avancer, il y a aussi les pratiques œnologiques. Donc c'est peut-être pas forcément le cépage qui va l'apporter, mais des pratiques œnologiques, agronomiques, qui peuvent alimenter aussi le débat. Donc voilà, ça a été fait. On a fait un certain nombre de croisements. Les croisements qui ont été faits, c'est donc des croisements des géniteurs de résistance avec le Vermentino et le Cinsault. Vermentino, c'est blanc. Vous allez me dire pourquoi on a choisi un blanc pour faire du rosé. Parce que si je croise un noir avec un blanc, j'ai des descendants qui peuvent être noirs. Donc on peut avoir les arômes du Vermentino avec des baies noires, ce qui peut être intéressant.
Voilà, donc on a fait un certain nombre. L'idée, c'est de faire de la sélection assistée par marqueur. Moi, regarder l'ADN, c'est mon travail. Et donc, surtout, si on arrive à avoir des sources qui sont intéressantes avec ces caractères-là, eh ben, on peut faire sauter ce stade-là. C'est-à-dire que je vais pouvoir, au lieu d'en mettre 100 là pour étudier des choses, et finalement, j'allais éliminer ceux qui feraient trop de couleurs, en regardant l'ADN, ben, je vais les éliminer dès maintenant. Et très rapidement, on peut rentrer dans un dispositif qui finalement n'est pas énorme pour tout de suite mettre des choses qu'on n'amènera peut-être pas au bout. On fera 20 dossiers, il y en a peut-être 5 qui seront déposés, mais ça permet aussi de gagner du temps. Et donc le projet Edgar, il essaye aussi d'accélérer la création variétale pour rentrer dans le pas de l'économie et des besoins viticoles. Ça, c'est des aspects purement financiers, on s'en fout un peu. Et voilà, merci. Merci Loïc.